mardi, la deuxième partie du débat, consacrée donc ce soir à la situation financière de l'Europe, qui n'est pas très brillante, c'est le moins que l'on puisse dire. L'Irlande, le Portugal et la Grèce connaissent de très très grosses difficultés financières. Alors ce soir, on se pose cette question, est-ce que la Grèce devrait sortir de la zone euro? Eh bien, Laurent Pinsol pense que oui, c'est une solution. Vous allez nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. La Grèce a besoin de sortir de l'euro pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les économies européennes sont différentes. Elles ont des évolutions de coûts qui sont très différenciées depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, si l'économie grecque veut retrouver de la croissance, elle a besoin de dévaluer, sans doute de dévaluer d'environ 40% par rapport à l'euro, de manière à ce qu'il y ait des facteurs de croissance, parce qu'aujourd'hui, on lui impose des plans d'austérité sans qu'il y ait le moindre facteur de croissance. Et donc, du coup, l'économie se contracte petit à petit. On organise une immense régression sociale, une progression du chômage, et c'est une voie qui est totalement sans issue. Mais alors vous, votre idée, c'est que tous les pays, finalement, aujourd'hui de la zone euro devraient sortir de l'euro. Par exemple, la France aussi. Si la Grèce le fait, tous les autres vont le faire. faire. Exactement. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu insensé comme idée quand on pense qu'on a travaillé durant des années à la construction européenne, et aujourd'hui, finalement, sortir... Mais voilà, c'est ça, défaire la construction... Oui, allez-y. On voudrait nous faire croire que ce débat est technique. En fait, c'est un débat éminemment politique. Euro, pas euro, c'est un projet politique. Monsieur est souverainiste, donc il pense qu'il faut de la souveraineté nationale, y compris en matière monétaire. Moi, je suis fédéraliste. Je pense qu'il faut une Europe politique avec une monnaie qui soit gérée correctement et mieux qu'elle ne l'est actuellement de façon néolibérale. Je pense qu'il faut assouplir le pacte de stabilité. Il faut que la Banque centrale fasse comme elle fait aux États-Unis, qu'elle puisse racheter de la dette souveraine pour faire face aux attaques spéculatives. Il faut de l'harmonisation fiscale et sociale. Il faut un budget fédéral important, etc. etc. Bon. Et pour vous faire plaisir, il faut même des protections à la frontière communautaire pour éviter les délocalisations dans les zones extra-communautaires. Le débat sur la sortie de l'euro n'épuise rien de votre point de vue, parce que, regardez les Britanniques, ils ne sont pas dans l'euro. Et ça ne les a pas empêchés, ces Britanniques, d'appliquer les mêmes politiques d'austérité, plus dures, d'aspiration néolibérale. Monsieur Cameron rencontre les mêmes difficultés aujourd'hui. Il y a des gens dans la rue. Absolument. Et c'est pas parce que vous sortez de l'euro que vous êtes à l'abri d'une erreur de politique macroéconomique. Absolument. Moi, je vous mets le défi de mettre Marine Le Pen au pouvoir. Elle vous appliquera pas une politique progressiste de gestion de la monnaie et du reste. Ben moi, je pense que ça sera beaucoup plus progressiste. Merci de me donner le cas de la Grande-Bretagne. Il y a justement à nouveau Paul Krugman qui a fait un papier assez récemment là-dessus. Il comparait la situation de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais la Grande-Bretagne emprunte à 3,3% sur les marchés à 10 ans. L'Espagne à 5,2%. Pourtant, l'Espagne... Parce que la Banque centrale intervient. Parce que la Banque centrale intervient. Mais voilà, mais c'est pas à cause de la monnaie. Le problème de l'euro. Mais ça montre le problème de 7 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit l'euro nous protège ou va nous permettre d'emprunter moins cher. Ce qui est le cas. Il faut que la Banque centrale... Je vous prends le cas de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. L'Espagne est moins endettée que la Grande-Bretagne. L'Espagne a un déficit de 6%, alors que le déficit est de 9% en Grande-Bretagne. Juste, j'ai fini. Aujourd'hui, objectivement, d'un point de vue macroéconomique, la situation de l'Espagne est meilleure que la situation de la Grande-Bretagne sur le marché de la dette. Ce pays est moins endetté, les déficits sont plus bas, et aujourd'hui, ils empruntent 2 points de plus. Donc ça montre que l'euro, en fait, 2 points, c'est énorme, 5,2 contre 3,3. Donc l'euro, en fait, ne protège même pas sur le coût de la dette, au contraire, il l'augmente, puisque les marchés ont compris qu'en fait, cette incapacité à ajuster la valeur de la monnaie par rapport à la réalité économique des différents pays est un immense problème et fait que de toutes les façons, cette zone euro va finir par éclater. On va répondre si vous voulez bien. Je vais donner la parole aussi à Petros Linardos. Petros Linardos, est-ce que vous pensez que la Grèce doit sortir de l'euro, doit abandonner l'euro ? Bon, écoutez, il y a une petite partie de la gauche, de l'extrême droite en Grèce qui soutiennent ce scénario. Notre institut pense que cette perspective est totalement théorique. L'idée qu'on va sortir de l'euro, d'évaluer de 50 ou plus % et que tout d'un coup l'économie va devenir plus compétitive et va se redresser, et quand on regarde la situation de la Grèce, totalement fantaisiste. Ce qu'il faut pour redresser la situation, il faut premièrement effacer une partie de la dette, ce qui sera nécessaire tôt ou tard pour tous les pays européens qui sont aujourd'hui endettés.
Et de l'autre côté, il faut changer l'orientation des politiques au niveau national et au niveau européen. Passer d'économie de politique néolibérale, c'est-à-dire on donne de l'argent aux patrons et on espère que ça va marcher, et faire appliquer des politiques industrielles, des politiques de redressement au niveau national, d'augmenter la compétitivité, l'innovation, la recherche, soutenir les revenus des travailleurs, et tout ça avec une redistribution des revenus importante en Grèce et même dans d'autres pays européens. Vous savez, Papandréou, avant d'arriver au gouvernement, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qu'il disait quand on lui parlait de la dette et de déficit? Il disait qu'il y a de l'argent. L'argent existe, il suffit d'aller le chercher. Évidemment, quand il est venu au gouvernement, il a changé d'orientation. Mais ce constat est réel. Il est réel en Grèce, il est réel dans beaucoup de pays européens. Il y a eu une redistribution dont je vous ai parlé plus tôt vers les revenus riches en Grèce, absolument scandaleuse. Et on ne peut pas, le pays ne peut sortir d'aucune situation s'il n'y a pas un redressement de ce point de vue-là. Sofiane Aboura, vous êtes d'accord avec ça? Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Hein. Il y a du vrai. L'euro n'est pas responsable de la fraude fiscale en Grèce. De la surdimension du modèle des entreprises publiques au Portugal, de la surdimension du système bancaire en Irlande. Donc il y a des problèmes en fait structurels dans chacun de ces pays. Hein. Ce qui explique son chiffre concernant l'Espagne et l'Angleterre. Il y a des propriétés particulières à ces pays. Quand la Californie est en situation quasi de faillite, on ne se pose pas la question s'il faut sortir à Californie du dollar. Certes, tout n'est pas comparable, évidemment. C'est un argument un peu facile, puisqu'il y a une mobilité des capitaux, des salariés, parce que vous avez une homogénéisation entre les systèmes législatifs. Donc, en fait, l'euro marche à mesure que le système devient fédéral. Et à mesure qu'il s'en éloigne, eh bien, évidemment, ça devient une variable d'ajustement brutale qui rend impossible la survie, la soutenabilité des économies traditionnellement avec des devises faibles, comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande. Limangnoc, on se pose la question, c'est que l'Allemagne est arrivée à réduire ses déficits. Je crois qu'elle avait un déficit qui était à peu près équivalent à celui de la France. 3% maintenant. 3% maintenant, donc lui il est tout à fait dans les rails du pacte de stabilité. Absolument. Pas sur l'endettement. Elle est à 80%. Voilà, 80%, mais je parle à des déficits publics. Est-ce que la méthode allemande qui a permis de réduire les déficits publics, est-ce que cette méthode est exportable? Est-ce que par exemple on pourrait l'appliquer à la Grèce, au Portugal, ou comme le dit Sofiane Aboura, finalement il y a une spécificité à chaque pays et c'est pas possible d'exporter un modèle comme celui de l'Allemagne? Le problème c'est que l'Allemagne est complètement dépendante de la demande extérieure aujourd'hui. Elle a cassé sa demande intérieure en réduisant ses coûts salariaux et demander aujourd'hui à tous les pays d'appliquer le modèle allemand conduirait à un jeu à somme nulle, parce que si tout le monde baisse ses salaires en même temps, personne n'y gagne. Sauf si on exporte à l'étranger. Oui, mais là, on est dans 80% des exportations se font dans la zone européenne. Et même la Grèce, dont on parlait de ses problèmes vis-à-vis du taux de change, ça ne règle pas le problème à l'intérieur de la zone euro. Le fait que l'euro dévalue, à l'intérieur de la zone euro, ça ne règle aucun des problèmes de la Grèce. Donc si tout le monde fait ça, c'est un jeu à somme nulle, et c'est même un jeu à somme négative, puisque si tout le monde baisse ses salaires et sa demande, c'est la demande intérieure européenne qui en est tributaire. Et le gros danger aujourd'hui, c'est que la Commission et le Conseil veulent adapter ce qu'on a appelé le pacte de compétitivité Merkel-Sarkozy dans les directives européennes, qui vont imposer à la fois de l'austérité budgétaire à travers le renforcement du pacte de stabilité, mais également de l'austérité salariale, puisque maintenant il est question de demander aux pays déficitaires, justement, d'ajuster leur salaire à la baisse. Et donc on va avoir des plans d'austérité budgétaires et salariaux coordonnés à 27, dans un contexte où la Banque centrale est en train de relever ses taux d'intérêt et donc de pratiquer de la rigueur monétaire. Et donc au lieu de relancer l'activité en relâchant les 3 rigueurs, on va appuyer sur les 3 rigueurs budgétaires, salariales et monétaires. Et le pari que peut faire un macroéconomiste, c'est que d'ici 2 ans, ça pète. Vous êtes d'accord avec ça? C'est merveilleux, je suis d'accord avec toutes vos analyses, c'est-à-dire qu'à savoir, les spécificités nationales, en fait, le problème de l'euro, c'est que les pays sont trop différents. Absolument. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une phase de convergence des économies européennes, mais qui était antérieure à l'euro. Et que depuis qu'on a l'euro, en fait, les économies européennes divergent. C'est-à-dire que...
Évidemment, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'euro ne favorise pas la convergence, mais au contraire semble favoriser la divergence. En fait, l'euro, et avoir une seule politique monétaire unique, si on veut prendre une image un peu simple, ça revient à se dire, la pointure moyenne en Europe, c'est 40, mais du coup, on va dire tout le monde va chausser du 40. Y compris les pays qui chaussent du 35 finalement, ou du vous 44. rejoignez un peu ce que dit Sofiane Aboura, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité finalement à chaque pays. On ne peut pas imposer à chaque pays en fait une uniformité monétaire. C'est vrai, mais ils doivent converger. C'était l'idée du projet européen. Mais on peut faire converger en mettant des pieds comme il faisait en Chine. Un communautaire important. Quand on a fait la France, attendez, les pays du sud de la France avaient une productivité plus faible que les régions du centre ou du nord. J'aime beaucoup les Corses, mais la productivité en Corse est beaucoup plus faible que la productivité de la région parisienne. Donc comment on a fait pour faire converger? Eh ben, on a fait jouer le budget, on a fait les transferts, on a fait la continuité territoriale. Et ben là, il s'agit de faire la même chose en Europe. Les Allemands l'ont fait, hein. Les Allemands l'ont fait entre l'Ouest et l'Est. Ils ont réalisé des transferts budgétaires massifs pour financer le rattrapage de l'Allemagne de l'Est. Nous l'avons fait en Europe avec la première vague d'adhésion à l'euro. Il s'agit maintenant de le faire à 27 avec les pays de l'Est européen. Malheureusement, c'est une stratégie néolibérale de réduction des coûts qui est à l'œuvre et c'est pas du tout une stratégie keynésienne qui permettrait de le faire. Et c'est bien là qu'est le débat. Le débat, c'est pas euro ou pas euro. On serait pas dans l'euro aujourd'hui. On aurait exactement le même débat avec ceux qui, aujourd'hui, sont séduits par la mode néoconservatrice. Regardez au Royaume-Uni. Non, je suis pas du tout d'accord. Si on n'avait pas l'euro, on peut prendre par exemple la situation de la Suède. La Suède, en fait, s'en est tirée en partie pendant la crise du fait de la dévaluation de la couronne suédoise par rapport à l'euro, qui leur a permis d'avoir plus de compétitivité. C'est comme ça aussi que la Pologne s'est relancée et n'a pas connu... On peut aussi prendre le Luxembourg, mais voilà, si on prend les grands pays, Angleterre, la Suède est France, intéressante. Allemagne, bien sûr. Et est un cas intéressant. Mais le problème, c'est que fondamentalement, la zone euro est beaucoup trop divergente et beaucoup trop différente. C'est-à-dire que la convergence aujourd'hui n'est pas possible. La mobilité des travailleurs, c'est pas demain que les travailleurs d'Athènes vont partir à Berlin s'il y a de l'emploi. C'est totalement irréaliste. Le budget dont il y aurait besoin. Aux États-Unis, le budget fédéral, c'est 20% du PIB. C'est 1% en Europe. Et même si on changeait ça, on n'aurait pas la mobilité du facteur travail parce qu'il y a des langues différentes, il y a les gens qui veulent rester dans leur pays. Et en plus, les économies ont divergé. C'est que fondamentalement, c'est un rêve. On n'y arrivera pas à homogénéiser, puisqu'au contraire, l'euro fait diverger. Est-ce qu'il ne faut pas finalement laisser du temps Finalement, comme on a laissé du temps, la construction européenne, ça date d'il y a longtemps. On est parti d'abord à 6, aujourd'hui on est à 27. On pourrait dire si ça faisait converger. Mais ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est que ça fait diverger l'euro. C'est ça le problème, c'est que ça fait diverger les pays, et deux, comme vous le disiez, c'est les politiques qui sont adaptées, qui ne sont pas appropriées. Alors, ça fait diverger parce que tout simplement une même politique pour l'Espagne et l'Allemagne, en fait, ça accentuait la croissance en Espagne et ça affaiblissait la croissance en Allemagne. Et en plus, ça pousse les salaires à la baisse, comme vous l'avez très justement remarqué. L'euro aujourd'hui pousse les pays à faire une compétition sur les coûts salariaux et donc ça pousse tous les salaires à la baisse. Donc l'euro organise une grande régression sociale. On arrive bientôt à la fin de ce débat. Sofiane Aboura, quel est le prochain pays qui peut être mis en difficulté? Est-ce qu'on peut parler d'un risque systémique, c'est-à-dire un effet domino? Est-ce qu'il y a un pays qui va être fragilisé financièrement, économiquement? L'Espagne? L'Espagne a une dette relativement faible à 60% et un PIB et un déficit autour de 9%, mais quand je pense à l'Irlande avec un déficit de 32% en 2010, avec une dette pratiquement de 100% du PIB, le Portugal dette pratiquement de 100% du PIB, je vois l'Irlande en premier, 2 le Portugal, 3 l'Espagne. 3 l'Espagne, donc c'est l'Espagne qui va être dans le viseur et qui va peut-être faire appel là aussi au Fonds monétaire international et à l'Union européenne. La France est menacée aussi? Je ne crois pas. Les agences de notation ont maintenu une note AAA avec une perspective stable. Je pense qu'il y a une crédibilité qu'a l'État français à maîtriser les recettes fiscales et avoir une politique de discipline, je ne dirais pas de rigueur, une politique de discipline. En tout cas, à l'instant où je parle, il me semble que la discipline est de nature à donner confiance au marché financier. Voilà, donc l'Europe ne court pas à la faillite. En tout cas, c'est pas pour demain. Non. Bon. Avant de clôturer cette émission, je voudrais qu'on retrouve à Athènes Petros Linardos. Quel avenir pour la Grèce? Est-ce que vous pensez que le pays va pouvoir remonter la pente ou vous pensez que ça va prendre beaucoup de temps, Quel est votre sentiment? Écoutez, si ça continue dans la même direction, avec une augmentation du chômage, une perte de l'appareil productif à cause d'années de récession, la Grèce va régresser. Je ne sais pas si ce type de scénario était prévu dans la construction européenne, je ne le pense pas, à l'origine du moins.
Mais en tout cas, c'est la voie qui est tracée maintenant pour la Grèce. C'est une situation très dure pour les travailleurs, très dure pour les chômeurs. Je pense qu'il y a une responsabilité au niveau européen pour ce qui se passe en Grèce. Il y a la possibilité de tracer des orientations nouvelles. Nous allons voir ce qui va se passer finalement. Un dernier mot, vous ne regrettez pas d'avoir rejoint la zone euro ? Non, je ne pense pas que c'est un problème de la zone euro. Les politiques qui ont été appliquées ici pendant toute cette période étaient des politiques qui menaient à la situation actuelle. On aurait pu très bien être dans la zone euro et avoir une économie plus compétitive, plus juste, avec moins de déficit. Il ne faut pas, ça me semble, une facilité. Bon, il y a ici des économistes qui ont la même opinion en Grèce. Ça me semble être une explication vraiment trop facile, trop simpliste. Il y a plein de choses à faire. Si, évidemment, pour une raison ou une autre, le choix de sortir de la zone euro est fait, c'est, je pense, une voie qui va mener vraiment à une régression très sérieuse. Un tout dernier mot, Petros Linardos, très rapidement. Je rappelle que vous travaillez dans l'un des principaux syndicats grecs, GSEE. Il y a eu une très grosse manifestation aujourd'hui. Est-ce que vous appelez à nouveau à la grève dans les jours qui viennent ? Je ne pense pas qu'il y a une décision dans ce sens-là actuellement, mais on peut s'attendre à ce que les mouvements de grève vont se répéter et s'étendre. Merci beaucoup Petros Linardos avec nous en direct d'Athènes. Merci à mes trois invités, Laurent Pinsol, Sofiane Aboura et Lim Angnok d'être venus sur le plateau de France 24 pour participer à ce débat. C'est la fin du débat de France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 19h10 heure de Paris. À demain.